Pardon. Merci pour l'organisation de ces journées. Alors, une petite précision, je ne suis pas salariée, je suis bénévole, puisque en fait, Acrimed est une association majoritairement composée de bénévoles. Nous avons 3 salariés qui portent la rédaction et notamment les articles qui couvrent la campagne actuellement. Donc, c'est une collègue, Pauline Perronneau, qui œuvre aussi là-dedans. Du coup, nous, on est une action, donc action critique média, c'est ça que veut dire Acrimed. On fait un travail d'observation des médias, et notamment des médias dominants. Et l'idée, c'est que on analyse, on essaie de comprendre les logiques de fonctionnement et on les analyse et on essaie de montrer comment ça a un impact sur la vie démocratique. Et on s'est construit à partir du traitement des mobilisations sociales et notamment du mouvement social de 1995 et à partir des réflexions du sociologue Pierre Bourdieu et de Henri Malheur. Et donc c'est sur ce traitement-là qu'on n'est, à mon avis, pas d'accord avec Monsieur Lévrier. Mais je suis désolée que vous ayez considéré qu'on vous considère comme un défenseur des oligarques. C'est pas tout à fait aussi évident que ça. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Du coup, l'idée c'est que aujourd'hui, à partir des travaux qui sont issus de l'association, qui sont accessibles gratuitement sur le site internet, je voulais m'interroger sur le pouvoir des médias. Et essayer de montrer finalement que les médias n'ont pas un pouvoir, comme je l'avais identifié dans le titre, mais plutôt des pouvoirs. Et pour cela, en fait, trop rapidement, hein, je m'en excuse vu le format, je vais essayer dans un premier temps de déconstruire quelques idées préconçues qu'on peut avoir sur le pouvoir des médias, et ensuite montrer à partir d'exemples concrets dans le champ politique comment s'articule un des pouvoirs des médias. Alors, je voudrais commencer par dire que le journalisme, c'est quelque chose d'utile. On l'a beaucoup vu ce matin, ça participe du droit à l'information. Mais il y a une grande diversité parmi les journalismes, et le journalisme d'enquête dont il était question ce matin occupe finalement une place en marge du champ, notamment au vu des formats. C'est ce qui était développé par les différentes communications ce matin. Et à l'inverse de ça, on a aussi beaucoup de journalisme d'opinion. Et le travail d'Acrimed, c'est de montrer du coup toutes les logiques qui vont structurer le travail journalistique, en s'intéressant notamment aux conditions de production de l'information et aux logiques qui sont propres au champ médiatique. Donc on va parler plutôt aujourd'hui de ce qu'on appelle les chefferies éditoriales, c'est-à-dire les membres, donc les éditorialistes, les présentateurs de matinales, de journaux télévisés, les directeurs de rédaction, qui occupent des positions dominantes dans les médias parce qu'ils sont beaucoup exposés et qu'ils ont un pouvoir sur la ligne éditoriale. Et donc, une des premières idées préconçues sur les médias, c'est qu'ils sont parfois pensés et sont pensés eux-mêmes comme un quatrième pouvoir, un pouvoir quasi institutionnel qui s'érigerait presque au même plan que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et ça peut sembler un peu paradoxal avec une autre revendication de la profession qui est la neutralité et l'objectivité de l'information, dont beaucoup se prévalent. Alors, ces deux aspects font partie de ce qu'on appelle une rhétorique professionnelle, c'est-à-dire que ça dit l'idéal de la profession. Dans l'idéal, les médias devraient être un pouvoir, un contre-pouvoir, et ils devraient être objectifs. C'est louable, mais c'est pas toujours la réalité dans les faits. Et surtout, exercer un pouvoir, ça suppose une certaine autonomie. Sauf que on voit bien aujourd'hui, et que ça a été déjà évoqué précédemment, l'interdépendance en fait entre les pouvoirs économiques et les médias, notamment parce qu'il y a une concentration des médias qui sont possédés par des personnages économiquement dominants, et que du coup les médias sont soumis à des logiques commerciales et de publicité, ce qui dégrade les conditions de travail des journalistes. Et ils sont aussi dépendants des pouvoirs politiques, ça a été évoqué notamment ce matin, puisqu'il y a une proximité entre certaines élites politiques et certaines élites qui appartiennent aux médias. Et donc ça, c'est par exemple, ça influe sur l'information, notamment parce qu'il y a un besoin de remplir aussi des grilles d'information, et donc on a besoin d'informations en continu de manière brute dans les médias actuels.
Et bien sûr, dans ce cas-là, on va être dépendant des sources d'information. C'était notamment Noam Chomsky qui avait montré quels filtres conditionnent en fait la production de l'information, et notamment les sources, ça en fait partie. Donc à Acrimed, on regarde qui a la parole, à qui on donne la parole, y compris en termes d'invités, et comment l'information est traitée. Alors, je voudrais aussi préciser que les médias ne sont pas tout puissants. Puisque la sociologie de la réception l'a bien montré depuis quelques dizaines d'années maintenant avec les travaux de Lazar Sfeld, qui est un sociologue américain, qui a montré que quand les personnes reçoivent un message, en fait, elles ne sont pas passives, et qu'elles vont pas forcément ingurgiter tel quel ce message, mais elles vont le passer au filtre de grilles d'interprétation qui sont finalement construites par chacun et chacune d'entre nous, à la fois dans nos cercles familiaux, amicaux et professionnels, et donc du coup, on n'est pas des récepteurs passifs à l'information. Cela dit, les médias ont quand même des pouvoirs. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les développer. Je vais en évoquer rapidement deux, et puis je m'attarderai sur un troisième. Alors, le premier, il paraît assez évident, c'est le pouvoir de mise à l'agenda, c'est-à-dire parler ou ne pas parler d'un sujet. C'est un choix qui détermine les événements et les thèmes qui vont faire l'actualité. Par exemple, on parle beaucoup d'insécurité depuis quelques années, on parle très peu des accidents du travail. Donc on a ici des choix qui sont faits dans le traitement de l'actualité. Le deuxième pouvoir, c'est un pouvoir de cadrage, c'est-à-dire qu'en plus de choisir les événements dont on parle et ceux dont on ne parle pas, on va choisir la façon de traiter un sujet, donc c'est l'angle qui est adopté. En cela, on peut questionner la question de la neutralité. Choisir un angle, c'est faire un choix. Et c'est pas neutre. Mais c'est tant mieux, en fait. C'est le principe, c'est ce qui a été dit ce matin, c'est le principe du journalisme. Ce qui est problématique, c'est quand l'angle est systématiquement le même ou quasi systématiquement le même dans tous les médias. En tout cas, dans tous les médias dominants. On a par exemple, sur cet exemple-là, le cas des mobilisations sociales qui sont quasiment uniquement traitées du point de vue de leurs conséquences, les perturbations qu'elles engendrent, les violences pendant les manifestations, et très peu sous l'angle des causes, c'est-à-dire les revendications qui peuvent émerger de ces mobilisations sociales ou de leur déroulé, par exemple, qui pourrait être un angle abordé. Donc, avec ces deux premiers pouvoirs, en fait, on voit qu'il y a un rôle, effectivement, d'animation du débat public. Les médias sont donc un acteur, effectivement, de la vie politique, ils sont pas vraiment des arbitres impartiaux, ils ont une façon d'aborder l'actualité. Mais le problème, c'est surtout quand on prétend à la neutralité, et surtout dans le cas du troisième pouvoir que je voudrais aborder et que je voudrais un peu plus développer, qui est un pouvoir de conségration et de stigmatisation. Et donc, je vais le faire à partir du champ politique. Donc, pour la question qui nous occupe aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que ce pouvoir de consécration et de stigmatisation, c'est l'idée que les médias vont choisir entre des discours qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas. Et du coup, ils vont choisir aussi les personnes qui portent les messages. C'est là qu'on peut parler de bons clients, c'est-à-dire des gens qui ont des caractéristiques qui permettent de répondre à la commande médiatique, donc de la disponibilité, une aisance à l'élocution, une aisance à l'oral pour les médias, notamment télévisuels et radio, une capacité à éventuellement produire de l'écrit pour la presse écrite. Le problème, c'est que du coup cette sélection des personnes, elle peut contourner les jugements et les principes de légitimité qui ont cours dans les différents secteurs sociaux. C'est-à-dire que votre notoriété médiatique, votre capacité à répondre aux critères du bon client va finalement surpasser vos compétences qui sont reconnues par vos pairs. Donc ça peut être le cas par exemple dans le champ universitaire et intellectuel, ça peut être le cas aussi dans le champ politique, c'est ça qui me semble flagrant aujourd'hui. Et du coup, finalement, votre notoriété médiatique va prendre le pas sur, par exemple, l'expérience militante, les batailles électorales que vous avez pu mener, les mandats électoraux que vous avez pu exercer, et voire même les idées que vous pouvez défendre.
Et la plupart du temps, le problème, c'est que les éditorialistes vont se défendre de toute interférence. Ils disent qu'ils ne font que rendre compte aussi fidèlement que possible, en toute impartialité, du débat démocratique. Mais parfois, en toute ingénuité, ils vont laisser entrevoir ce pouvoir de consécration et de stigmatisation qu'ils se défendent d'exercer en se cachant derrière cette rhétorique professionnelle. Par exemple, le 26 septembre 2021, la directrice de la rédaction de France Info, Estelle Cognac, était interrogée sur le choix des invités politiques. Et elle mettait en avant notamment alors la question de la parité et le fait de valoriser des figures féminines. Alors je fais une petite parenthèse, hein, il est tout à fait louable de vouloir favoriser, de féminiser les plateaux de télé. On peut rappeler quand même qu'en 2020, la part des femmes politiques à la télévision et à la radio était limitée à 31% d'après les chiffres de l'ARCOM, donc l'ex-CSA, et que ce chiffre était en baisse de 2% par rapport à 2019. Je referme la parenthèse. Ce qui était intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui au détour de cette question, c'est que finalement Estelle Cognac, elle en arrive à ne pas tenir la rhétorique professionnelle en disant les choses telles qu'elles sont, et du coup là je vais la citer. Elle dit « France Info du coup, essaye d'aller détecter aussi des femmes qu'on, donc le public, voit peut-être moins. Que donc là elle parle des responsables politiques, testent dans certains partis, et où on se dit, voilà, il y a une femme qu'on a entendue, qui est devenue maire, qui est devenue présidente de région, et on essaye de l'inviter, de voir, de lui donner, je dirais, une exposition pour que derrière, elle aussi, elle devienne incontournable. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que France Info participe à déterminer quelles doivent être les figures politiques de premier rang. C'est sciemment, finalement, qu'on cherche à produire un caractère incontournable de certaines figures politiques en piochant parmi celles qui émergeraient dans les partis, ou en tout cas qui seraient testées médiatiquement par les partis. Le problème, c'est que, du coup, en faisant ça, on s'intéresse aux bons clients. Donc, ce que je disais au début, l'idée que, alors là, pour France Info, la proximité géographique des studios parisiens compte beaucoup, et puis l'aisance d'élocution devant un micro ou une caméra particulièrement. Le problème, c'est que, du coup, on fait ça au détriment de s'intéresser à celles et ceux qui ont des propositions ou de s'intéresser au sujet de fond. Parfois, on va se substituer même aux partis politiques qui, pourtant, s'étaient choisi eux-mêmes un porte-parole. Peut-être que certains et certaines d'entre vous se rappellent des élections présidentielles de 2002 et des Verts qui avaient choisi Alain Lipietz comme représentant. Celui-ci ayant été jugé trop radical par les médias, finalement, il y a eu un rétropédalage et c'est Noël Mamère qui a porté la candidature des Verts. Et ça va un peu plus loin que ça, puisque ça va jusqu'à potentiellement imposer des sujets politiques. Un exemple dans la campagne présidentielle actuelle, enfin il y a quelques mois, on apprenait via un article dans Libération que Sonia Mabrouk, donc qui est journaliste à Europe 1 et CNews, qui est connue pour ses positions plutôt conservatrices, a finalement décrété que Fabien Roussel était la vraie gauche, au motif qu'il était allé notamment à la manifestation policière du 19 mai 2021 et qui pouvait mettre en avant le discours sécuritaire dans son programme. La morale de l'histoire, un peu rapide, c'est que d'aligner votre offre politique sur les lubies du moment et finalement le sens commun des éditorialistes, et vous serez invité, vous aurez des compliments et des bons conseils. L'inversion de cette morale, c'est que si votre positionnement vous tient en marge du jeu et des petites intrigues politico-médiatiques, vous serez traité dans les médias comme des moins que rien, à minima, et quitte à ce qu'en soit sacrifiée toute la couverture médiatique d'une élection présidentielle. Un autre exemple, par exemple Guillaume Dubois, en 2015, écrivait dans son ouvrage Priorité au direct. Alors à l'époque, il était directeur général de BFM TV, aujourd'hui il est directeur d'antenne à LCI. Et donc il écrivait dans son ouvrage, en tout cas il fustigeait la règle d'égalité des temps de parole entre tous les candidats, donc qui veut qu'il y ait une égalité stricte les 2 semaines qui précèdent le scrutin. Et il disait à propos de cette égalité, c'est une égalité sans concession,
au pied de la lettre, jusqu'à l'absurde, la démocratie façon Robespierre. En fait, il explique dans le même ouvrage comment tranquillement on peut contourner les règles du CSA à la faveur de petits arrangements tout à fait naturels pour ne pas donner la parole de la même manière à tous les candidats. Par exemple, il donne deux façons de faire, notamment le fait que les journaux télévisés, donc du 13h, du 20h et puis des autres tranches, ne traitent finalement de politique qu'à la marge, pour éviter de donner la parole à certains candidats qui sont jugés inintéressants, donc peu légitimes. Et puis la deuxième façon de faire, c'est de contourner des règles si peu contraignantes en diffusant certains candidats, toujours les mêmes, la nuit, alors que d'autres vont être diffusés en prime time. Donc finalement, 2 semaines de temps de parole avant chaque élection électorale, ce qui fait globalement moins de 2 mois par quinquennat. C'est une révolution façon Robespierre qui n'abolit pas les privilèges horaires. Cette façon de faire, c'est finalement une façon de mutiler le débat démocratique qui va être assumée en toute décontraction par les chefferies éditoriales, puisque là c'est écrit quand même dans un livre, hein, et c'est évidemment pratiqué en dehors des périodes électorales où prévaut cette fois la règle de l'équité du temps de parole, en fonction de critères qui sont finalement assez flous, comme le poids politique ou l'implication dans la campagne, d'après les critères du CSA. Alors aujourd'hui, il est question du temps d'antenne qui a été donné à Éric Zemmour par les chaînes du groupe Bolloré. Ça fait s'interroger, et légitimement, sur un problème démocratique qui oppose la concentration des médias. Donc ça a été documenté par une enquête en Sénat. La question de la médiatisation, cette concentration des médias est de plus en plus médiatisée. Et c'est à juste titre, puisque rappelons que l'idéologie d'Éric Zemmour est une idéologie ultra-réactionnaire, et que à l'automne 2021, il était invité absolument partout. Effectivement, Éric Zemmour, c'est un bon client puisqu'il était lui-même journaliste, donc il maîtrise les codes, même s'il a effectivement ce discours réactionnaire et d'extrême droite. Cependant, il fait, en fait, c'est la partie émergée d'un iceberg dans lequel les médias et leurs propriétaires choisissent leurs candidats. On pourra y revenir si vous le souhaitez. En conclusion, du coup, l'idée c'est que les médias, finalement, n'ont pas le pouvoir de fabriquer le consentement des gens. Mais par contre, ils vont borner le périmètre de ce qui peut être dit et de ce qui peut être pensé. Et les médias dominants vont avoir tendance à reléguer les voix qui contestent l'ordre social et à imposer la centralité, la crédibilité de certaines thèses, notamment les solutions néolibérales, par exemple en ayant des pensées binaires dans les débats politiques, pour ou contre, avec telle personne ou contre telle personne. Et c'est problématique, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de pluralisme des médias. Et du coup, c'est ce pouvoir de domination symbolique, finalement, des médias dominants, alors qui est jamais complètement acquis et qui est toujours à recommencer. On le voit aujourd'hui, il y a des contestations du traitement médiatique de certains événements. Mais en tout cas, c'est ce pouvoir symbolique de domination qui doit être dénoncé et qui est documenté par Acrimed depuis maintenant plus de 25 ans. Je vous remercie.